Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue dans la salle des expositions au niveau de la Maison de la Culture de la ville de Bobo-Dioulasso. Nous y sommes parce que c'est la Semaine nationale de la culture, un événement majeur qui brasse toutes les cultures du pays des hommes intègres et qui est mieux placé pour parler de la culture, de l'histoire de notre pays. Nous avons bien entendu trouvé un chercheur, un historien, quelqu'un qui est à la tête aujourd'hui du Centre africain de recherche pour une pratique culturelle de développement, en résumé CAD. Le docteur Bruno Doti-Sanou est notre invité exceptionnel dans l'émission Le Grand Déballage. Docteur Bruno Sanou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage de Burkina Info. Comment vous allez, vous et votre famille? Ben, ça va, je rends grâce à Dieu. La santé y est. Et d'ailleurs, avant-hier nuit, j'ai bénéficié de 2 petites filles. Ma belle-fille a accouché de 2 jumelles. Alors donc... Ça vous fait quoi naturellement d'avoir encore des petits-enfants et autres? C'est une grâce de Dieu, vous dites? C'est une grâce de Dieu et je souhaite seulement que mes petits-enfants soient éduqués vraiment au sens de l'humanité. C'est tout ce que je demande. C'est une joie toujours pour un papa d'avoir des petits-fils, des petites filles. Donc, quand vous voyez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui courent derrière l'argent au quotidien, qui abandonnent toutes les vertus de la société, est-ce que ça vous désole? Vous dites que ce sont des gens qui n'ont rien compris ou qui ont été mal éduqués? Oui, mais c'est parce que les philosophes de l'époque des Lumières, qui ont mis l'accent sur la raison, qui ont tiré les Européens de la coupe de l'Église catholique à l'époque, ben, ils ont mis l'accent sur l'argent, le libéralisme. La réussite de l'être humain dépend de son savoir et de son avoir. Mais aujourd'hui, nous avons des vies sans sens. Et quand on dit vie sans sens, ça veut dire que c'est des vies qui conduisent à la mort. On est vivant, c'est vrai, on marche, mais en réalité, on est mort en tant qu'être humain, on devient un bien matériel. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir le terrorisme au niveau du monde entier. Que vaut la vie humaine? On peut ôter la vie humaine comme on l'entend. Mais dans le temps passé, ce n'était pas ça. Je préfère qu'on éduque à ce que la vie prenne du sens pour nous. Beaucoup de milliardaires meurent dans la détresse aujourd'hui. Vous avez de l'argent, mais c'est autant mourir pauvre dans la dignité que de mourir milliardaire dans l'anonymat. Qu'est-ce que vous avez fait votre choix systématique, hein? Oui, mais je le dis souvent aux étudiants, nos cimetières sont pleins de tombes de richards sur les noms desquels l'histoire a mis une croix rouge et a écrit en bas inconnu. Mais de ces cimetières, l'histoire est allée déterrer des gens qui sont morts dans l'anonymat pour les mettre au rang de repères du monde. Faites comme eux. Ce sont des saints dont nous portons les noms. Alors, je préfère cette vision que d'amasser l'argent. Après, c'est les souffrances. Des souffrances. Certains jeunes diront que vous êtes de la vieille époque, vous avez 67 ans aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas eu l'argent, vous voulez empêcher les autres d'en avoir. Mais vous allez en Europe, je dis toujours, il y a la pauvreté spirituelle. Il y en a qui décident de s'éloigner du gain facile, l'argent facile. Vous allez en Europe, dans les royaumes chrétiens, j'ai fait la Belgique, vous avez des descendants de nobles qui ont des milliards dans les comptes. Le patrimoine de la famille, des milliards. Il y en a qui ont plus de peut-être 500 milliards, 1000 milliards, hérités depuis le Moyen-Âge. Mais ils ne vont jamais y toucher. Ce sont ces nobles-là qui, souvent, pendant le mois de carême, signent des chèques de 50 milliards, 100 milliards pour le développement dans les pays du Sud. Et ils demandent à leurs évêques, à leurs prêtres, de célébrer des messes pour leurs parents qui ont commis des fautes au Moyen-Âge, qui ont retiré les champs des paysans, qui les ont transformés en serres. Alors, je connais une famille, l'une des familles les plus riches de la Belgique, mais j'allais dans cette famille, souvent pendant les week-ends, leur maman m'invitait, mais ils vivent la pauvreté spirituelle.
il n'est pas question de toucher à cet argent. Ce sont eux qui financent les ONG qui viennent pour le développement dans les pays du Sud ici. Alors, parce que l'argent, quand on s'y accroche, ben, on est prêt à tuer. Hein, celui qui a 1 milliard, s'il a besoin d'1 milliard 100 francs, même s'il faut ôter les vies pour avoir les 100 francs, il va le faire. Mais à contrario de ce que vous dites, quand on regarde sur le continent africain, quand un parent meurt et qu'il laisse une fortune, les enfants dilapident tout. Qu'est-ce qui explique cette situation selon vous en Afrique? Mais ça, c'est quelque chose de récent, là. C'est quelque chose de récent. Il y a moins de 100 ans que les gens se sont orientés vers là. Mais comment on appelle l'héritage en Gula? Kien, c'est qui est déjà foutu. Tous ceux qui s'accrochent, qui se disputent pour l'héritage, ben, ils terminent toujours mal. Moi, je pense qu'il faut repenser aujourd'hui la vie. Nous sommes à la fin d'un cycle historique, à la fin d'une civilisation. Et la fin d'une civilisation annonce la naissance d'une nouvelle civilisation, d'un nouveau monde. Et je le répète, vous allez en Europe aujourd'hui, tous ceux qui ont hérité des richesses, ils recherchent aujourd'hui un monde plus humain. Vous avez des touristes qui viennent ici, qui sont des multimilliardaires. Ils viennent dans nos villages. Ils dorment dans les cases avec les villageois. En fait, ce sont des richards, mais qui recherchent l'humanité. Donc ça veut dire que c'est un symbole fort. Ça veut dire que l'Afrique a une richesse qu'elle-même ne sait pas exploiter. Ah oui, mais vous m'excusez, quand j'étais en Belgique. Oui. Encore la Belgique, hein, décidément, c'est votre référent. Non, c'est là que j'ai fait ma thèse. Oui. Ben, un jour, je venais de la boutique et je remontais les escaliers. Je rencontre une dame avec sa fille. Je salue, bon, c'était vers 17h, j'ai dit « Bonsoir, madame ». Elle me répond « Bonsoir, monsieur ». Et la fille qui avait 10 ou 11 ans, qui dit « Maman, pourquoi ce monsieur nous salue ?» Elle a dit « Non, en Afrique, c'est comme ça. Quand on se rencontre, on se salue. » Il dit « Madame, je peux saluer votre fille ?» Elle dit « Oui, allez-y ». Il tend ma main à la fille qui refuse de... Parce que j'avais la peau noire. Et la maman lui explique pourquoi j'ai la peau noire, mais sinon nous sommes des humains. La fille m'a tendu la main, je l'ai saluée. Mais voici peut-être un enfant, pendant combien de temps, personne ne l'a salué. Mais est-ce que c'est une vie, ça? Vous dormez dans le même appartement, on ne se salue pas. Est-ce que c'est une vie? Alors, revenons sur le cas du Burkina Faso, en termes d'éducation des enfants, en termes de valeurs de la société. Qu'est-ce qui explique toutes ces dépravations, toutes ces mœurs qu'on ne respecte plus chez nous au Burkina? Bon, il faut remonter quand même à la période coloniale. Hein. Oui. La France a pratiqué la politique de l'assimilation. Donc, dans ces colonies, les indigènes devaient devenir des Français dans leur peau noire. Mais quand vous avez une telle politique, ben, vos valeurs, ben, on tient à les tuer, à les supprimer. Et pour mettre en œuvre la politique de l'assimilation, la France a mis en place le régime de l'indigénat, qui a terrifié. Il fallait couper les enfants, ceux qui allaient à l'école française, de leur famille d'origine, pratiquement de leur culture, de leur civilisation. Mais, donc c'est fait à dessein, hein, c'était pour détruire toutes les valeurs culturelles que nous avions. Oui, oui, mais après la colonisation, nos pays ont continué dans le même sens. Et aujourd'hui, combien de personnes, de cadres qui dirigent ce pays ne mettent pas pied dans leur village? Ils sont des sorciers. Mais quand un villageois vient saluer, il amène du mil ou du soumala, etc. On garde ça, et après le départ de la personne, on jette ça. Mais vous pensez que c'est une éducation? Est-ce l'une des sources de nos problèmes aujourd'hui au Burkina Faso? Oui, c'est une des sources de nos problèmes. Et je le dis toujours, ça n'engage que moi. Celui qui n'aime pas son village, qui n'aime pas sa famille, qu'il ne me dise pas que lui peut aimer le Burkina Faso, c'est faux. Commence par t'aimer d'abord, par te connaître. L'adage, la sagesse africaine le dit aussi. Hein. Ah, il y a donc pas libéré quelqu'un malencolé. Celui qui ne se connaît pas devient un être vide de sens. Se connaître, c'est connaître ta lignée, ta propre histoire.
Et en ce moment, tu peux tirer de cette histoire des leçons pour construire le présent et poser les bases du futur. Mais si ce n'est pas fait, nos écoles aujourd'hui, c'est le savoir occidental qu'on nous enseigne, le savoir occidental. Or, nos ancêtres avaient une méthode de recherche. Ils ont su trouver des réponses aux questions qui se posaient à leur temps. Et nous héritons, nous bénéficions aujourd'hui de ce savoir. Je voudrais qu'on fasse une escale sur un élément très important. Les familles africaines sont qualifiées de très sacrées et les familles avec des valeurs. Oui. Est-ce que vous pensez que la jeunesse aujourd'hui respecte les valeurs de la famille? Est-ce qu'ils savent que les familles vraiment sont sacrées aujourd'hui? Mais lorsque vous ouvrez la famille à l'extérieur, or la famille est la société primordiale. Okay. Mais vous l'ouvrez à l'extérieur, vous la tuez. Il n'y a qu'à voir les textes venant des institutions internationales. Mais nos familles aujourd'hui sont détruites. Je l'ai dit, je l'ai déjà dit à une émission sur RTB, et je le répète, on ne devrait pas parler de droit aujourd'hui, droit des enfants, droit des femmes, etc. Ah oui. On devrait parler de... Beaucoup ne seront pas d'accord avec vous, docteur. On devrait parler de devoirs. Quels sont les devoirs du père de famille? Quels sont les devoirs de la mère de famille? Quels sont les devoirs des enfants? Là où on parle de droit, on déchire. Mais là, on parle de devoir, on unit. Dans nos familles traditionnelles, c'était le devoir d'abord, pas les droits. Parlons donc étape par étape les enfants. Vous voulez dire que les enfants ne méritent aucun droit, ils n'ont droit à absolument rien du tout dans la société? Non, mais en tant que père de famille, oui. Si je nourris la famille, les enfants ont droit à la nutrition, à bien se nourrir. Mais ce sont mes devoirs de père, de nourrir, de bien nourrir ma famille. Les devoirs de l'enfant, c'est de dire merci, papa. J'envoie mes enfants à l'école. L'enfant réussit au BPC. Au lieu de dire, ah, merci, papa. Ce BPC, je suis reçu, je te l'offre. Merci pour tout ce... Non, est-ce qu'on dit merci? Papa, quand on va arroser mon BPC? Si le papa a le devoir de payer ta scolarité, toi, tu as le devoir de reconnaître. Apparemment, vous avez été un père très difficile avec vos enfants, hein? Tolérance zéro à votre niveau? Non, il ne s'agit pas d'être méchant, de taper, mais de les éduquer à reconnaître le bienfait de l'autre. Si papa rentre avec peut-être 2 poulets rôtis, dites, après avoir mangé, merci papa. Mais dans nos familles traditionnelles, à la fin du repas, chacun qui lave les mains dit merci papa, à Barka. Et le papa qui dit Anka Barka la alaye, disons merci à Dieu. Aujourd'hui, quels sont les enfants qui peuvent, après avoir fini de manger, dire à Barka? Merci papa. C'est un mot simple. J'ai dit on parle de droits des enfants aussi en ouvrant un chapitre consacré naturellement au fait qu'on les exploite à un certain âge, alors qu'ils doivent aller à l'école apprendre un certain nombre de choses. Oui, mais ça dépend du concept de l'exploitation. Oui. J'ai dit à la maison, quand j'ai dit à tel enfant, bon, écoute, aide ta maman à balayer la maison. Ça, c'est pas de l'exploitation. Je lui apprends à aider en cas de besoin. La maman qui dit à la fille, bon, il faut me piler le soumala. Mais ce n'est pas l'exploitation. On apprend à l'enfant. Voilà. Mais si on dit non, les enfants n'ont pas droit à ceci, à cela, c'est les exploiter. Mais demain, est-ce qu'ils peuvent se prendre en charge? Il y a qu'à voir. Vous voyez le système éducatif dans les pays, surtout francophones, hein? L'école prépare au fonctionnariat, à l'emploi, pas à la prise en charge. Or, éduquer, ex-douchere, conduire hors d'eux. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le mot élève, élever vers sa plus haute fin.
L'élève d'aujourd'hui n'est pas dans ce contexte-là. Ah oui. L'élève d'aujourd'hui, c'est des revendications, Oui, je mais connais c'est mes ça. droits, Oui. on ne me fait pas ci, on ne me fait pas ça. Même pour le port de la tenue scolaire est souvent contesté par certains élèves. Mais vous allez dans les pays anglo-saxons, en Afrique ici, allez-y au Ghana. Un étudiant peut soutenir sa thèse en médecine, mention excellente. Il sort de la salle de soutenance, ce n'est pas une demande d'intégration. Il va dans son village, il va ouvrir sa clinique privée là. Mais il contribue à la transformation de sa communauté de base. C'est cela. Hein? Je pense que dans nos sociétés, l'éducation citoyenne exige qu'on se réfère aux valeurs au niveau mondial. Hein? Aujourd'hui, dans beaucoup de pays européens, bon, il y a ce qu'on appelle, j'oublie le nom de la caisse, on donne la tirelire. On donne 100 francs à un enfant pour aller à l'école le matin, mais il met dans la tirelire 50 francs. Il économise. Ça lui apprend aussi à savoir qu'il ne faut pas tout gaspiller chaque fois qu'on te donne quelque chose. Oui, mais et puis ça le prépare aussi mentalement Oui. à être un entrepreneur dans le futur. Quand j'ai fait ma thèse en Belgique, il y avait un ami avec lequel on logeait dans le même appartement, le même côte. Mais à la fin de ses études, ce qu'il a pu économiser dans sa tirelire depuis son enfance, mais il avait pratiquement 2 millions de francs belges, ça fait 16 millions de francs. Il ouvre son entreprise. Mais aujourd'hui, est-ce que les enfants sont éduqués à ça? Il y a des enfants, on leur donne 100 francs ou bien 200 francs pour aller à l'école. Ben, à 10 heures, les 200 francs sont finis. Or, il faut apprendre à l'enfant à économiser. Nos parents, même dans l'éducation traditionnelle, vous apprenez à économiser, ne pas gaspiller. Les petites boîtes qu'on donnait aux enfants Oui, depuis oui. le bas âge, Voilà. Il a 10 francs, il a 25 francs, il a 50 francs, il va économiser. Voilà, c'est ça. Mais oui. Allez-y, allez-y. Mais c'est cette éducation à laquelle il faut revenir. Hein, faire de l'enfant un futur citoyen sur lequel la société doit compter en premier. Alors, revenons sur le statut de l'élève. Ils sont des millions d'élèves qui nous regardent sur Burkina Info. Vous avez dit élever Oui. vers le futur. Oui. Est-ce que cette compréhension elle est partagée de tous actuellement? Non. Au contraire, dans le système, vous voyez, le système éducatif est laissé à l'école aujourd'hui. On croit que c'est l'école qui mène. Or, l'école n'éduque pas, l'école enseigne. Mais la préparation des citoyens à travers cette élévation vers sa plus haute fin. Mais est-ce que l'école tient compte de cela? Combien d'élèves sont aujourd'hui psychologiquement marqués? Il y a des élèves qui vous disent qu'ils vont à l'école parce que les parents payent la scolarité, parce qu'ils ne trouvent pas leur compte dans l'école. Et même dans les écoles, jusqu'à l'université, comment on traite l'élève? Ah, vous ne connaissez rien. Ah, mais si vous dites qu'ils ne connaissent rien, chaque fois vous les humiliez, est-ce qu'ils vont réussir? Vous en voulez aux enseignants d'aujourd'hui? Ah oui, moi je dis, il faut qu'au niveau des enseignants, on se remette également en question. Combien d'enseignants aiment leurs élèves, leurs étudiants? Ah, c'est cela. Or, pour pouvoir élever quelqu'un, il faut l'aimer, il faut l'apprécier. Mettre l'accent sur ses capacités. On peut ne pas être bon dans telle ou telle matière, mais on a d'autres qualités. Même le système scolaire, j'ai dit, c'est dans la langue locale. Nul ne se développe dans la langue d'autrui. Ce n'est pas le français qui va nous permettre de... Non, on a combien de langues? Plus de 60 langues. Quelle est la langue qu'il faut privilégier dans ce sens? D'abord, le système éducatif devrait aider et amener tous les enfants à aimer leur langue maternelle. Ensuite, qu'on ait peut-être 2 ou 3 langues à travers lesquelles on puisse enseigner aux enfants. Mais le diocèse de Bamako m'avait invité pour une formation des enseignants en méthodologie. Mais
quand il s'est agi des langues locales, beaucoup d'enseignants disaient, ah bon, est-ce qu'on peut enseigner la physique-chimie ou les mathématiques en bambara? Puisque c'est la langue la plus parlée au Mali. Mais le lendemain, celui qui a organisé, qui était responsable du projet, a fait venir du ministère un enseignant qui est venu donner un cours de physique en bambara. Moi, je n'ai jamais été fort en physique-chimie, mais ce jour-là, j'ai aimé la physique. Un cours de physique-chimie en bambara? En bambara. Oui. Mais ça veut dire qu'on aurait pu faire la même chose en Djoula, en Moré, en Fulfulde, en Boamou et autres. Oui, mais en Afrique de l'Ouest, en Djoula, là, on peut enseigner les matières dites scientifiques dans nos langues locales. Mais il faut promouvoir ces langues-là, les étudier. Mais si vous ne le faites pas, où est-ce que on va aller? À vous écouter, ça part de la cellule familiale parce que vous avez parlé de langue maternelle. Déjà, dans la famille, il y a tout un travail à faire pour que l'enfant soit le leader de demain. Oui. Mais puisque l'école française, depuis la période coloniale, a montré que vos langues locales, là, sont des langues dépassées. Il faut le français. Mais quand j'étais à l'école primaire, gare à vous si vous parlez dans votre langue locale à l'école. On vous donne le symbole, on met ça au cou pour dire que vous avez parlé votre langue locale au lieu de parler le français. Mais c'était de l'humiliation. Aujourd'hui, les cadres, pour eux, l'enfant doit parler le français. Mais pourtant, on ne peut se développer qu'à travers la langue locale, l'alphabétisation, mais également former jusqu'à l'université les enfants dans leur langue locale. Voilà qui est bien dit. Vous avez aussi parlé des droits des femmes. Hein. Je vais vous entendre là-dessus. Vous savez que cette question elle est très sensible au Burkina, qui dit droits des femmes. On dit attention, il y a des droits qui ont été obtenus, on ne peut pas les toucher. Mais c'est des droits imposés. Oui. Oui, c'est là aussi l'histoire est importante. À partir du XVIIe siècle, surtout le XVIIIe siècle, il y a cette notion de droit de rupture avec la civilisation occidentale médiévale. Et on a commencé à poser des questions de droit. Entre autres, les droits des femmes, les droits des enfants progressivement. Et on a transféré cette pensée en Afrique, à la faveur de la colonisation, et ceux et celles qui ont développé cette notion de droit pour les pays africains, mais quand vous voyez ce qu'ils avaient comme vie dans leur société, mais il y en a qui n'ont jamais pu vivre la vie familiale. Hein. Est-ce que c'est la question des droits là qui fait aujourd'hui que le mariage ne tient pas beaucoup en Afrique? J'ai fait ma thèse sur l'émancipation des femmes madérées, qui a été publiée par les éditions scientifiques Brill en Hollande. Mais aujourd'hui, quand vous faites l'histoire de la politique française et l'apostolat des missionnaires sur la question d'émancipation des femmes, il fallait détruire la grande famille, la famille élargie, au profit du foyer. Et donc, la femme a été considérée de façon illégale. Hein. C'était mensonger, je préfère dire le mot. On a dit que la femme était une esclave, ceci, cela, etc. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? La question de droit d'émancipation de la femme n'a pas pris en compte les traditions. Or, pour ce qui concerne les bobos, la recherche d'abord de la situation de la femme avant la période coloniale, mais la femme était très respectée. Dans la plupart des sociétés africaines, la femme était très respectée. Qui n'a pas séjourné 9 mois dans le sein maternel? Est-ce qu'il peut arriver qu'un enfant déteste sa mère? Ce n'est pas possible. Vous avez été son sein. Je le dis aujourd'hui, il y a des maladies qui sont des maladies psychosomatiques. Le cancer du sein, le cancer d'utérus. Dans le temps, on ne parlait pas de ça. Psychologiquement,
Combien de femmes sont en rupture avec leurs enfants? Or, c'est le sein que les enfants ont été. Vous allez aujourd'hui aux États-Unis, même en Europe, les cancéreux, là, ceux qui ont des cancers, on les envoie chez les psychologues. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes au Burkina, en Afrique? Il faut qu'on repense aujourd'hui. Même, il n'y a qu'à voir, j'étais également à un colloque à Bamako, c'est dans les années 2004, où un des meilleurs gynécologues du Mali a dit les matrons traditionnels avaient la meilleure méthode pour accueillir les bébés. Mais avec la science qui a évolué, on dit que tout est devenu facile maintenant. Oui, mais la matrone traditionnelle, quand elle accueille le bébé là, elle le salue. L'enfant sait qu'il a attendu. Il dansait. Parce que dans la société traditionnelle, c'était comme si c'était l'immaculée conception. C'est comme si c'était un esprit qui entrait dans la femme mais on accueille l'enfant, on s'amuse avec lui. La parenté a présenté les grands-parents qui s'amusent avec le bébé déjà 2 ou 3 jours après sa naissance. Et moi-même, le bébé, vous sentez qu'il sourit. Mais aujourd'hui, allez dans les maternités. Comment on accueille les enfants? On peut insulter la maman parce qu'elle ne fait pas d'efforts, etc. Oui. Or, dans la tradition, la matrone dit « Ah, ma fille, oui, ça va aller. Bon, elle peut même caresser le ventre. Vas-y, ça va marcher. » Mais psychologiquement, l'enfant est marqué. Ça veut dire quoi? Une maman qui a été insultée sur le lit d'accouchement, l'enfant sort déjà frustré du ventre. L'enfant sort frustré du ventre de sa maman. Oui, oui. Bon, et sans compter même le comportement dans les foyers aujourd'hui. La femme est enceinte, le mari, bon, lui, c'est... Ou bien, il n'y a pas l'amour. Et pourquoi dans la société traditionnelle, quand une femme est enceinte, pas qu'on l'éloigne de son mari, mais il y a une femme qui s'occupe d'elle, qui la prépare, etc., moralement, et qui prépare également le mari moralement. Ah bon, quand le mari revient du champ, ah voilà, bon, salut, etc. Et on dit à la femme, bon, prépare du lait le taux pour que ton mari boive cette bouillie. Ben, vous sentez qu'on pousse l'homme à aimer sa femme et la femme à aimer son mari. L'enfant ressent ça. Les petits frères du mari, les grands frères du mari, bon, chacun s'approche de la femme, voilà, etc. Bon, les belles sœurs qui viennent, etc. Mais c'était la famille à l'époque. Une femme en grossesse, tout le monde essayait de l'exprimer son amour. Et c'est ce qui manque à la société d'aujourd'hui. Ça manque aujourd'hui. Alors, vous avez parlé de la sacralité de nos familles africaines. Hein. Comment vous expliquez aujourd'hui le fait que les foyers ne durent plus, les mariages n'ont plus de valeur? Mais est-ce que les mariages se font par amour aujourd'hui? Beaucoup de couples se marient parce qu'on pense à l'argent que le mari a, ou bien que la femme a, etc. Même au mariage, quel régime vous choisissez, bien commun ou bien séparé? Est-ce que dans le temps, cela se passait? Non, cela ne se passait pas. L'amour entre l'homme et la femme était essentiel. Mais si vous mariez vous mariez à un homme, pour lui, l'argent, il met ça de côté. Or, vous pensez que vous allez avoir l'argent. Au bout de 2 ans, c'est fini. Le mariage est rompu. Aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a plus de divorces que le mariage qui se sépare. Mais est-ce que vous comprenez cette situation-là? 2 temps, 3 mouvements, on est ensemble aujourd'hui, demain on se sépare, chacun prend sa route. Mais c'est une question d'éducation dès le départ. Oui. Aujourd'hui, l'éducation est orientée vers l'acquisition du bien. Mais ça ne peut pas marcher. Il y en a qui vous parlent aussi du manque de respect pour la femme. Quand la femme n'est pas respectée, n'est pas choyée par le mari, elle peut partir un jour. Mais vous voyez, est-ce qu'il y a une famille dans ce monde-là qui n'a pas de soucis?
après le mariage, vous découvrez en permanence. Vous ne savez pas que votre épouse avait tel caractère, ou bien vous ne savez pas que votre mari avait tel caractère. Mais quand on arrive à surmonter cela, ben, on est heureux. Combien d'hommes ont changé positivement de caractère parce que la femme a supporté tel ou tel défaut que j'avais. Pourquoi? Parce que dans le couple, dans la famille, il faut savoir surmonter les difficultés. Et c'est pour ça que la grande famille était importante. Vous voyez, l'histoire de la famille est importante parce que... Vous insistez là-dessus. Hein? Oui. C'est la famille qui sacralise la vie à deux. Ah oui, mais vous voyez, si en tant qu'homme, j'essaie d'entreprendre ce pèlerinage dans l'histoire de ma famille, remonter ma lignée. Peut-être que dans ma lignée, il est interdit de voler. Mais je ne vais jamais me mettre à voler. Peut-être dans ma lignée, il est interdit de se marier et puis de divorcer. Je ferai tout. Mais si moi, mon père et ma mère n'ont jamais divorcé, mais je dois prendre une leçon sur eux. Oui, mais si dans mon mariage, je n'ai pas la joie, je n'ai pas le bonheur, je dois partir malgré tout. Mais je dois tout faire aussi pour essayer d'amener le conjoint à créer à avoir la joie, à créer la joie. On a l'impression que vous n'allez pas accepter que votre fille ou votre fils divorce de son mariage. Ah, si moi je n'ai pas divorcé, c'est pas que dans ma famille il n'y a pas de difficultés, je surmonte les difficultés. Je souhaite aussi que mes enfants fassent la même chose. Le divorce, ben, c'est pas la solution. Moi je n'y crois pas, c'est pas la solution. Tous ceux qui parlent de divorce, il faut ceci, il faut cela, ce n'est pas la solution. Beaucoup de jeunes filles ne seront pas d'accord avec vous. Mais il faut travailler à ce qu'on puisse trouver des solutions aux problèmes qui se posent à la famille. Mais sans seulement que vous avez des citoyens responsables aussi. Mais vous voyez, si vous avez un cadre, un ministre ou bien un directeur de cabinet, qui est le fruit d'une famille divorcée, vous pensez qu'il va avoir un comportement digne? Non. Les parents doivent être une source d'inspiration pour les enfants. C'est ce qui fait le bonheur. Mais quand je vois aujourd'hui, au niveau des grandes villes, Bobo, Ouagadougou, souvent jusqu'à 2 heures du matin, vous avez des gens qui sont dans les maquis. Pourtant, ils sont mariés. Pourquoi? Ce n'est pas l'alcool qui va vous permettre de résoudre les problèmes. Affronter les difficultés. Certains vous diront qu'ils profitent de la vie, ils sont jeunes, ils doivent profiter de la vie. Mais après, c'est l'échec. Hein? Oui. Après, c'est l'échec. Il faut éviter cela. Mais j'ai dit, bon, c'est la question de l'éducation. Il faut des citoyens dignes pour construire une nation. Des citoyens dignes pour construire une nation, c'est bien dit. Je voudrais qu'on interroge un peu l'histoire de notre pays. Vous êtes historien-chercheur. Alors, je vais vous entendre sur un fait de la révolte des Bois. Boaba ou Bois, c'est la même chose. Il y a aussi donc tout ce que le Burkina a connu comme péripéties. On a les années 1919, on a 1947, on a 5 août 1960. Quand vous voyez tous ces péripéties-là, est-ce que ça a un lien étroit avec ce que nous vivons actuellement? Oui. Vous voyez, bon, vous avez parlé de la révolte des Boaba. Oui, c'est ça. En fait, cette révolte a commencé ici, dans les siècles de Bobo Dioulasso, à Yoroko-Fesso, à Toussiana, dans la commune de Toussiana. Et cette révolte est allée en s'amplifiant vers le nord. La révolte a commencé pourquoi? Le premier commandant des sectes civils qui dirigeait qui a dirigé le secte de Bobo Dioulasso, Georges Chiron, quand lui il a été nommé dans le secte à Bobo, après les militaires, il a voulu rompre avec le régime de l'indigénat et la politique de l'assimilation de la France. Parce que c'était un magistrat, un avocat à la cour de Paris. Il a préféré travailler avec les chefs du village, pas avec les chefs des cantons, etc. Il a vraiment voulu changer la politique française.
Mais en moins d'une année, on l'a relevé. Et les chefs de village ont exigé qu'on leur donne les raisons pour lesquelles on a fait partie de ce commandant de cercle. Ah, ça a été difficile à l'époque. Et la révolte a commencé à Toussiana, parce que le commandant de cercle qui l'a remplacé, lui, il était vraiment cruel. Hein. Alors, il se faisait appeler commandant Terré, le commandant Soleil ou le commandant Piment, Foroto. Et donc, les gens se sont révoltés. Et comme Bobo Dioulasso ne pouvait pas être pris par les révoltés, les insurgés, parce que Bobo Dioulasso était la deuxième capitale militaire en AOF depuis 1894. Alors, on ne pouvait pas attaquer Bobo, qui était une capitale militaire. Alors, on a passé par la zone Sambla, etc., en remontant vers le nord, tout comme l'est, en remontant vers le nord. En 1916, dans l'actuel Moun, le cercle de Dédougou, ben, c'était vraiment une insurrection. Oui, parce que c'est ce qui s'est passé en 1916, justement, Oui. qui a été remonté en surface récemment au Burkina pour exprimer un peu la révolte des Bouaba. Oui, oui, mais il a fallu, pour la première fois, l'armée française a tremblé, parce qu'il y avait la Première Guerre mondiale aussi. Et d'ailleurs, les commandants des cercles de Bobo Dioulasso et de Dédougou ont passé au tribunal, jugés, condamnés pour leur politique au niveau des cercles. Est-ce que cette révolte était un indicateur déjà du fait que le peuple burkinabé est un peuple qui ne se laisse pas marcher là-dessus? Oui, mais à l'époque, il ne faut pas prendre cette époque comme le Burkina Faso aujourd'hui. La Volta n'était pas encore créée. Il y a des peuples au Burkina Faso, enfin, dans l'actuel Burkina Faso, qui n'ont pas accepté l'occupation coloniale, il faut le dire. Dans plusieurs, vous allez même au sud-ouest, vous allez au nord. Les habitants du sud-ouest qu'on appelle les Indiens du Burkina Faso. Voilà, oui, oui. Mais ils ne se sont pas soumis. Et donc, il fallait que l'administration française rapproche l'administration des administrés. Parce qu'à l'époque, le territoire actuel du Burkina Faso était rattaché au Sénégal-Niger. Donc, il fallait créer, il fallait rapprocher l'administration des administrés, et ce qui a amené à la création de la colonie de la Volta en 1919. Et la Volta créée, il fallait que cette colonie compte également, comme les autres colonies, sur ses ressources propres. Donc, Edouard Essling, le premier commandant, enfin, gouverneur de la Volta, a mis l'accent effectivement sur les travaux forcés et également la culture du coton, etc., de l'arachide. Et là aussi, il s'agissait d'appliquer le régime de l'indigénat. Vous imaginez comment les populations ont souffert à cette époque. Et lorsque il y a des trucs de mémoire, l'inspecteur des colonies, Bernard Sol, a été envoyé dans la colonie de la Volta dans les années 1930. Il ne s'est pas seulement approché de l'administration pour avoir des informations, il s'est approché également de l'Église, fait des missionnaires pour avoir... Mais quand vous lisez le rapport de Bernard Sol, ça fait près de 800 pages, je l'ai lu à Aix-en-Provence, aux Archives d'Outre-mer, mais Bernard Sol a dit, si on ne supprime pas la colonie de la Volta, d'ici quelques années, c'est foutu. Les populations n'auront plus confiance en elles-mêmes. Et ce qui fait qu'on a supprimé la colonie de la Volta jusqu'en 1947. Oui. Reconstitué. Oui, oui. Mais bon, effectivement, bon, souvent les historiens disent que c'était pour ouvrir la Volta, supprimer au transport de la main-d'œuvre vers la Côte d'Ivoire. Mais dans le rapport de Bernard Sol, il disait, bon, en fait, la colonie n'avait pas les moyens de son propre développement, donc il fallait la supprimer et la répartir entre les colonies voisines.
En 1947, la colonie a été reconstituée sur les revendications surtout des chefs Mossi, mais il s'agissait de contrôler la gestion de l'État, enfin de la colonie. Mais de 1947 jusqu'à 1960 aussi, ça n'a pas été facile. Vous voyez, un des problèmes du Burkina Faso aujourd'hui, c'est qu'on craint, jusqu'à présent la France craint le Burkina Faso, surtout la commune de Bobo, la zone de Bobo. Bobo-Dioulasso est considéré depuis 1946 comme non, même depuis 1940. Parce que lorsque De Gaulle a lancé son appel du juillet 1940, c'est vrai que Bobo-Dioulasso était une capitale militaire, mais c'est de Bobo-Dioulasso, alors que l'AOF était vichiste, c'est de Bobo-Dioulasso que la première résistance a rejoint De Gaulle. Donc, ça veut dire que Bobo est une ville très symbolique et très stratégique, il faut le dire. Très suivie. Jusqu'à l'heure où on se parle. Jusqu'à l'heure où nous sommes. Alors, je veux qu'on évolue parce que l'histoire, elle est longue, on ne pourra pas tout aborder. Pourquoi on a toujours ces instabilités politiques? De 1960 à aujourd'hui, tous les présidents, aucun n'a eu un mandat tranquille. Bon, d'abord, pour moi, la France, depuis 1960, même avant 1960, mais me référant à la décolonisation, tous les chefs d'État qui ont, pendant la période coloniale de 1946 jusqu'en 1960, animé la vie politique pour la décolonisation, je n'utilise pas le mot indépendance, j'utilise le mot décolonisation, ben, on les a tous renversés. Vous voulez parler d'entre autres de qui? Daniel Wézen Coulibaly? Oui, Wézen Coulibaly est mort en 1958, oui. Mais Maurice Yamégo a également été du RDA, même s'il était au départ du MDV, il a été du RDA. Mais tous ces premiers chefs d'État qui ont combattu, on les a tous mis de côté. Les Moribo Keïta et tout ce qu'on suit. À commencer même par... Mais pour le cas du Burkina, est-ce que ce n'est pas la rue avec les syndicats qui ont renversé Maurice Yamégo en 1966? Oui, c'est la rue, c'est vrai. Il faut aussi dire, pour le Burkina Faso, ça n'engage que moi. La formation des premiers intellectuels en France, la plupart d'entre eux étaient des communistes. Des communistes. Au Burkina Faso, les communistes ont beaucoup joué à travers les syndicats pour la déstabilisation. Ça, je le dirais. Et la plupart d'entre eux aussi ne pouvaient pas assurer la direction. Ce qui fait que ce sont les militaires qui sont succédés. Après Maurice Yamégo, la mise en œuvre, César Herbeau, Jean-Baptiste Ouedraogo, Sankara, Blaise, etc. Oui. Il y a eu Rochma Christian Kabouré, Michel Kafando, oui, 3 présidents civils, le reste, le reste sont des militaires. Oui. Bon, donc, vous avez une instabilité liée à la pensée des diplômés de ce pays. Est-ce que notre armée, elle est foncièrement putschiste? Même l'armée, la politique s'est introduite dans l'armée. Combien de militaires étaient communistes à l'époque? Certains d'entre eux ont fait l'université avec nous. Communistes. Ah, la révolution sankariste est là pour le montrer. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau du Burkina Faso, comme au niveau de plusieurs pays africains francophones, il faut repenser la politique. Et c'est lié également au système éducatif. Lié encore au système éducatif. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la situation du Burkina, on a des problèmes d'hommes à la tête de l'État, des hommes de vision? Oui, on a des problèmes de vision. Je l'ai dit quand j'étais dans le COS, au président d'Amiba, quand il a rencontré le directeur du COS. Tout chef d'État, avant son accession au pouvoir, qui n'a pas écrit un livre sur sa vision,
S'il arrive au pouvoir, il va gérer le quotidien. Il faut avoir une vision. Ah oui. Mais vous prenez Il y en a qui vous disent, nous, on a mûri notre affaire, on vient prendre le pouvoir pour le gérer et puis diriger la nation. Non, si vous écrivez votre livre, tout ce que la main écrit, le cerveau l'enregistre. Vous publiez votre livre en tant que citoyen, avant d'être candidat même à la présidence. Les gens lisent, ils vous critiquent. Mais ces critiques vous permettent de vous améliorer. Mais quand vous accédez au pouvoir, tout ce que vous avez écrit là, vous n'allez jamais aller contre. Vous voyez, Nelson Mandela, son livre qu'il a commencé à écrire depuis la prison, qui a été publié en 1994, Le long chemin de la liberté. Mais il avait une vision pour l'Afrique du Sud. Il a vaincu l'apartheid. Après son premier mandat, il a dit, sa mission est terminée. Mais ceux qui lui ont succédé, vous prenez Barack Obama, je l'ai dit, c'est un Africain, un Kenyan, même s'il est américain au niveau de la nationalité, mais les nombreux écrits de Barack Obama, l'audace d'espérer par exemple, il avait une vision avant d'accéder au pouvoir, mais il a dirigé pendant 2 mandats les États-Unis. Donc le fauteuil présidentiel, ce n'est pas des esprits messianiques? Non, 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 je n'y crois pas. Donc les messies de la 25e heure, vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas. Il faut se préparer, avoir une vision. Et pour avoir une vision, il faut remonter dans le passé aussi. Vous voyez, Gaulle a dit en 1990, au moment où s'est déclenchée la crise mondiale, Gaulle a dit aux spécialistes de l'économie politique qu'il se taise celui qui ne peut rendre compte des 4000 ans qui l'ont précédé. Oui. Si vous n'avez pas de vision, mais au-delà même des États, prenez le cas de certaines institutions. L'Église catholique, par exemple. Vous croyez que c'est n'importe qui est nommé pape? Mais il faut maîtriser le passé pour comprendre le présent et entreprendre le futur. Alors, monsieur, docteur Bruno, dites-moi, donc, un président qui n'a jamais écrit un livre, vous ne lui faites pas du tout confiance? Moi, je ne lui fais pas confiance. Non. Il n'a pas de vision. Il n'a pas de vision. On peut vous dire que c'est conjoncturel, hein? La personne est venue pour gérer les urgences et puis partie. Oui. Mais c'est cela. Mais quand vous avez une vision, vous remontez, vous entreprenez un pèlerinage permanent dans la longue durée passée, vous comprenez comment nous sommes advenus. Donc la détermination, l'engagement, la fougue et autres ne suffisent pas pour diriger une nation? Non. Non, absolument pas. Absolument pas. En tout cas, je m'engage, je le dis. Et vous assumez ce que vous dites? Je l'assume. Vous voyez, si vous ne maîtrisez pas l'histoire d'un pays, si vous n'avez pas écrit, mais vous serez vraiment... vous n'allez pas durer au pouvoir. Vous imaginez... Allez-y en Europe, là. Blaise n'avait pas écrit un livre, mais il a fait 27 ans de pouvoir. Quel type de pouvoir? Quel type de pouvoir? C'est vrai, il était président, mais pourquoi on l'a chassé? Mais on peut gérer un État par la force, non? Si tu fais, je te fais, il n'y a rien. Non. Vous allez dans des pays comme, prenez le cas de l'Angleterre, là. Mais la Magna Carta, depuis 1215, la première loi qui crée l'Angleterre moderne, jusqu'à présent, il n'est même pas question d'y changer une virgule. Tu ne peux pas accéder au pouvoir sans maîtriser le passé. Mais combien de personnes, aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, combien de chefs d'État ont écrit? Mais je prends le cas d'Alpha Oumar Konaré au Mali. Il a dirigé pendant 2 mandats. Est-ce qu'il y a eu du terrorisme là? Il y a eu la flamme de la paix. Alpha Oumar Konaré était un civil, hein? C'est important de le préciser au Mali. Oui, oui, un civil. Alors, je vous pose une question à peu près qui s'inscrit dans la même logique de votre raisonnement. Est-ce que ce sont finalement les militaires qui sont la solution aux problèmes sécuritaires dans nos pays? La question sécuritaire, il faut l'analyser sur le plan scientifique, intellectuel. Vous voyez, il y a des crises passées que les communautés ont su gérer avant même la période coloniale.
quand l'alliance à plaisanterie entre les Bobos et les Peuls. Oui. Entre les Moussi et les... Oui, mais prenez le cas, je prends le cas des Peuls et des Bobos, des Boabas, etc. Depuis le XVIe siècle, c'était une crise. Ce sont les Peuls qui ont pratiqué, qui ont contribué à la traite négrière, qui pourchassaient les esclaves pour l'Amérique. Mais à la fin de la traite négrière, s'il n'y avait pas eu cette alliance entre Peuls et Bobo, ce serait toujours la vengeance. Mais ils ont su résoudre des crises, une crise grave, pour revivre ensemble. Mais aujourd'hui, est-ce que l'on maîtrise cela? Donc, la manière de gérer la crise aujourd'hui ne vous satisfait pas? Ça ne me satisfait pas. C'est vrai, il faut reconquérir les territoires, oui. Mais sur le plan psychologique, même les militaires qui sont au front là, sur le plan psychologique, voir quelqu'un qui tombe, vous tirez quelqu'un, la personne meurt en criant. Mais psychologiquement, ça agit sur vous. Ce n'est pas pour le cas actuel seulement, mais prenez les anciens combattants, ceux qui ont combattu à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale. Mais combien d'entre eux sont revenus de la guerre, sont devenus des soulards, etc. Leurs enfants, également, ont subi les conséquences. Les victimes collatérales. Oui. Bon, donc, c'est vrai, il faut les conquérir, mais il faut que le dialogue reprenne. Si quelqu'un a un fils dans ce groupe, qu'il travaille à l'éduquer, etc. Mais c'est un travail de longue durée. Et en tant qu'historien, je l'ai dit, nous sommes à la fin d'un cycle historique. Nous avons le terrorisme ici au Burkina, mais c'est le monde entier qui va mal. Et les fins de cycle historiques prennent du temps. La fin de l'Antiquité et la naissance de la nouvelle civilisation au Moyen-Âge, ça a pris 6 siècles de violence en Europe. Aujourd'hui, il faut travailler pour l'émergence d'un nouveau monde humain. Donc l'éducation, on revient encore là-dessus, devrait être à la base. Voilà qui est bien dit, on est pratiquement en fin d'émission, c'est allé tellement vite, vous n'avez peut-être même pas senti le temps passer comme moi, mais je vais vous entendre sur 2 éléments importants. Est-ce qu'on peut repartir sur notre religion, nos ethnies et nos coutumes et traditions pour amener la quiétude et la paix au Burkina? Oui, les religions, je parle plutôt de spiritualité. Pas de religion en tant que telle. C'est quoi la spiritualité? La différence c'est quoi? C'est l'esprit qu'enseignent les religions. Et toutes les religions ont leur spiritualité. Et quand vous analysez la spiritualité, vous trouvez pratiquement des points communs avec toutes les religions. Dans la spiritualité de nos religions traditionnelles, je prends la mienne. Qu'est-ce qu'on dit? La vie est sacrée. Ni Alataï, ni Uroï. Donc, il ne faut pas ôter la vie à l'être humain. La spiritualité enseigne que la nature, la brousse, est sacrée. En tout cas, dans la spiritualité du dos, il est interdit de verser une seule goutte de sang humain en brousse. Donc, celui que tu vois en brousse, tu dois le protéger, tu ne dois pas l'agresser. Il est interdit que le sperme de l'être humain soit versé sur le sol en brousse. Donc, vous n'allez jamais violer une femme en brousse, etc. C'est la spiritualité. Mais comment vivre cette spiritualité? C'est ça le problème. Il ne faut pas seulement transmettre les valeurs, il faut que ces valeurs transforment le cœur de l'homme. Et donc, toutes les religions, nos ancêtres, nos religions traditionnelles, précèdent ces religions que j'appelle religions... révélées. Pas révélées. Toutes les religions sont révélées. Toutes les religions sont des religions qui se veulent universelles. Et les religions qui se veulent universelles ont un caractère souvent impérialiste. D'accord. Si vous prenez la spiritualité de nos religions traditionnelles et la spiritualité chrétienne, catholique ou musulmane, c'est pratiquement la même chose. Oui. Mais il faut analyser cette spiritualité et repenser notre système politique aujourd'hui. En faisant quoi, par exemple, de façon pragmatique, rapidement? Je prends la région du dos, chez les Boabas, chez les Bobos, les Bolons, etc. Il y a un seul chef, c'est l'esprit d'eau. Do est le fondateur de tous les villages.
Chaque village est autonome. C'est la décentralisation, la démocratie. Qu'est-ce que cette religion du Do enseigne sur la gestion des communautés? Mais si on s'en inspirait, ben, tout de suite, on aurait une autre démocratie aujourd'hui. Et je l'ai dit, bon, peut-être que je prends trop le temps, mais la démocratie, quand on parle de démocratie ici, on se réfère à la démocratie gréco-romaine. La démocratie en Europe, là, ce n'est pas la démocratie gréco-romaine. C'est la démocratie conçue par les moines bénédictins et surtout cisterciens. Oui. Et la Magna Carta dont j'ai parlé en Angleterre a été rédigée par Stéphane Langton, qui est un moine cistercien, l'évêque de Canterbury. Mais pourquoi? Il faut se référer à la spiritualité. Mais malheureusement, chez nous ici, il n'y a plus de matrice culturelle, comme en Europe, les moines. Mais aujourd'hui, il nous faudrait des matrices culturelles qui réfléchissent sur la façon de diriger nos sociétés et de créer une constitution qui embrasse toutes les communautés. Chaque communauté a sa façon de gérer la société de façon digne. Mais on ne se réfère pas à cela parce que la morale enseignée par ces religions traditionnelles-là, c'est difficilement acceptable. Hein? D'accord. Oui, c'est ça. Il y a du travail. En tout cas, on espère que vos propositions ont été bien notées. On en est à la fin de cette émission. Si je vous donnais 1 minute, oui. Je dis bien 1 minute, pour parler à la jeunesse burkinabé qui nous regarde actuellement. Ben, ce que je dirais à cette jeunesse, oui. Il ne faut pas copier l'autre. Il faut se connaître. Cherchez à vous connaître. Connaître votre histoire, l'histoire de votre famille d'abord. L'histoire de votre communauté. L'histoire du Burkina. C'est cette histoire qui vous permettra de construire le présent et de poser les bases du futur. Je compare l'histoire à une torche que je tiens en main. Je la tiens en main, je suis dans le noir. Mais cette torche m'éclaire sur peut-être 20 mètres, 30 mètres. Si 1 mètre, ça fait 1 siècle, 30 mètres, ça fait 3000 ans. Je peux projeter ma société sur 3000 ans. Pas l'État, forcément, hein. D'abord ma société. D'ici 3000 ans, moi je serai dans la tombe. Comment vivront mes descendants, ceux de mon village? Est-ce que le village doit être supprimé pour être quoi? Alors donc c'est tout un travail qu'il faut. Et éviter de recourir après l'argent pour détruire vos sociétés. Aujourd'hui, le foncier fait que beaucoup de jeunes dans nos villages sont en train de vendre des terres. Beaucoup de promoteurs immobiliers vont acheter. Mais dans 3000 ans, là, de quoi vont vivre ceux qui seront nos descendants? C'est la question que je me pose. D'accord. Voilà. Merci bien, Dr Bruno Doti-Sanou. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. On avait voulu parler du plan de jeu, mais avec vous, c'est tellement intéressant et passionnant. On verra bien s'il y a la possibilité de faire l'acte 2 de cette émission, n'est-ce pas? Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci et beaucoup de courage. Oui. Parce qu'il s'agit d'une question de transformation sociale de qualité. En tout cas, continuez l'œuvre pour que chacun soit bâtisseur de la nouvelle civilisation. Que chacun soit bâtisseur de la nouvelle civilisation. Le message, il est dit, il est entendu de tous. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. L'émission a été réalisée dans la salle de l'exposition au niveau du Palais de la Culture de Bobo-Dioulasso avec le docteur Bruno Doti-Sanou, chercheur, historien avec qui nous avons passé en revue la jeunesse, la société africaine et comment on peut dégager ensemble les perspectives pour un Burkina meilleur. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.